Bonjour à toutes et à tous. Dans cette seconde vidéo, je vais essayer de développer un peu plus mes explications sur l'époque que nous vivons actuellement. En effet, si nous ne pouvons pas comparer la crise que nous vivons avec la grande crise de 1929, comme certains économistes le disent, il y a d'autres événements qui se sont produits dans l'histoire récente et qui nécessitent une seconde partie d'explication. On l'a vu, la période de 1945 à 1975, que l'histoire retiendra sous le nom des 30 Glorieuses, a une économie qui se porte bien, une inflation maîtrisée, des salaires qui ont fortement augmenté en 30 ans, et désormais la population en veut plus d'acquis sociaux, plus de liberté et plus d'égalité. Ces demandes sont assez communes aux pays européens, alors en 1993, l'ensemble des États vont stopper l'utilisation de la planche à billets et décider de se réguler d'une autre façon. Cela coïncide avec la création de l'Union européenne et une sorte d'uniformisation du fonctionnement des États. Face à l'utilisation risquée de l'inflation, il fallait utiliser d'autres moyens comme les obligations d'État. Pour les États comme la France ou l'Allemagne, il est facile de solliciter de la dette sur les marchés financiers. Après tout, qui imaginerait que la France ou l'Allemagne ne rembourseraient pas ces crédits ? C'est à cette période que les États sont rentrés dans le cycle profond de la dette. Et encore une fois, ce cycle dévastateur était une combinaison de deux phénomènes majeurs. D'un côté, on a des États qui sollicitent les marchés financiers pour lever de la dette. De l'autre, on a un système de dérégulation des banques centrales avec un recours au crédit limité au seul marché financier. Et ce changement est très important. Avant la Seconde Guerre mondiale, les crédits sollicités par les États étaient proportionnés à leur capacité de remboursement, étalonnés à la valeur de l'or détenu dans les coffres de leur banque centrale. Mais ensuite, ils ont utilisé la planche à billets, créant de la monnaie en circulation et causant de l'inflation avec le risque de dévaloriser cette même monnaie, et donc de baisser le pouvoir d'achat des entreprises et des ménages si la hausse des prix ne s'accompagnait pas d'une hausse des salaires et de la productivité. Désormais, le modèle suivant serait celui de la création monétaire par le crédit. C'est l'article 123 du traité de Lisbonne qui a eu un impact colossal pour ce qui va suivre et qui nécessite qu'on s'y attarde vraiment. Avant la fin des années 80, la Banque centrale prêtait en direct à l'État. À partir du traité de Lisbonne, la nouvelle Banque centrale européenne, créée en 1998, n'a plus le droit de prêter en direct à un État. Elle doit prêter aux banques commerciales qui doivent, elles, prêter aux États. Tout du moins, ce sont les banques commerciales qui prêtent aux États sur le marché primaire et qui vont ensuite revendre cette dette aux banques centrales sur le marché secondaire. Les banques commerciales ont ainsi pris une place d'intermédiaire dans le fonctionnement du crédit. Mais la différence fondamentale entre les deux est que lorsque la banque centrale prêtait à un État en direct, elle créait de la monnaie. Et cette monnaie se retrouvait en circulation dans l'économie. Alors que lorsque cette monnaie est prêtée sous forme de crédit par les banques commerciales, elle va disparaître au fur et à mesure qu'elle va être remboursée par les emprunteurs. Cette monnaie qui va être créée artificiellement par les banques n'est pas réellement mise en circulation puisqu'elle est détruite au fur et à mesure qu'elle est remboursée. Ce qui fait toute la différence. C'est cela qu'on appelle la création monétaire par le crédit. À cette décision politique, il faut en ajouter une autre, qui est aussi considérée par certains économistes comme un handicap avec des conséquences sur la crise des dettes souveraines. C'est la création de la zone euro. La création de la zone euro a été comme un appel d'air à la création de dettes, puisqu'avant cette période-là, les niveaux de vie des différents pays européens étaient très hétéroclites, et les taux de crédit dont les États pouvaient bénéficier également très différents. À la création de la zone euro, tous les taux d'emprunt des différents pays membres de la nouvelle Union européenne se sont alignés sur les taux d'emprunt de l'Allemagne. Ainsi, un pays comme la Grèce, qui avait un taux d'emprunt de près de 25%, est passé en l'espace de 10 ans à un taux d'emprunt de 3%. L'Espagne, qui était elle autour de 15% de taux de crédit, est elle aussi arrivée à un taux de 3%. Dès lors, l'argent devenant extrêmement peu cher, tout le monde s'est mis à contracter des emprunts pour tout et n'importe quoi. C'est ainsi que des États comme la Grèce, l'Italie ou l'Espagne ont pu avoir un accès au crédit bien plus important et facilité. Inutile de refaire l'explication sur les conséquences d'un accès facilité au crédit et sur les dérives que cela engendre.
car c'est de cette façon qu'est arrivée la crise des subprimes en 2007. C'est donc, d'un côté, le contexte politique avec la création de la zone euro et la déréglementation des banques centrales, et de l'autre, le contexte financier qui sont à l'origine du cycle de la dette. Mais ce sont bien les marchés financiers qui sont responsables de leurs dérives et de leurs échecs, tout comme ce sont bien les responsables politiques qui sont responsables de l'endettement de nos pays. Si un État n'a qu'une façon de se financer sur les marchés, par l'émission d'obligations d'État, une entreprise, elle, a deux façons de se financer. Soit elle contracte un crédit amortissable auprès d'une banque, soit elle va émettre des actions sur les marchés financiers. Dans ce cas, le marché financier va avoir un rôle très important, car soit il croit au développement de cette entreprise et il va acheter ses actions, ce qui aura tendance à accompagner le développement de cette entreprise, soit il n'y croit pas et alors il n'achètera pas ses actions, causant souvent l'échec de l'entreprise, car rappelons que si une entreprise entre sur les marchés financiers, c'est avant tout pour trouver des fonds pour continuer son développement. Dans le cas du marché immobilier, et notamment dans le cas du marché immobilier américain, d'où est partie la crise de 2008, il y avait deux types d'emprunteurs. Il y a celui qui a une capacité de remboursement qui est proportionnée à l'emprunt, et il y a celui qui a une capacité limitée de crédit. Dans le premier cas, le risque de défaut de paiement est faible, alors que dans le second, le risque est élevé. Dans le cas d'un risque élevé de défaut, les Américains ont appelé ça un subprime. Mais comme le marché de l'immobilier est un marché stable, pas très risqué et donc peu rentable, que les taux d'emprunt sont faibles et que les conditions d'accès au crédit sont faciles, alors les banques se sont lancées dans le phénomène de titrisation de la dette. La titrisation est un mécanisme qui permet de regrouper un ensemble d'actifs, crédits immobiliers ou commerciaux, et de les revendre à une autre banque sous la forme d'un titre de créance. Ce mécanisme permettait alors de développer la demande de crédit, la revente de crédit, l'assurance de ces crédits et de ces titres de créance, et ouvrir ainsi une forme de spéculation boursière sur des crédits hypothécaires, ce qui rendait cela beaucoup plus rentable que les obligations d'État dont les taux de rendement étaient faibles. Ces dérives des marchés financiers, dont l'objectif n'était autre que de gagner plus, en utilisant la titrisation de la dette, a fini par créer une bulle spéculative et comme toutes les bulles, elle a fini par éclater. Mais lorsque cette bulle spéculative a éclaté, les banques se sont aperçues que la mondialisation avait eu pour conséquence qu'elles ne savaient pas où étaient réellement investis leurs titres de créance. Et face à cela, elles ont toutes décidé d'arrêter de faire du crédit à qui que ce soit, créant ainsi la crise économique qui s'en est suivie. En effet, lorsque vous coupez le robinet, les prix s'effondrent, les entreprises se fissurent, les salaires baissent et c'est toute l'économie qui rentre en récession. Il faut bien prendre conscience que la crise de 2008 est essentiellement due à la spéculation des marchés financiers sur tout type de dettes, y compris sur les dettes d'État. Et cette spéculation, les ayant entraînées dans le mur, comble de l'ironie, c'est vers les États qu'elles se sont tournées pour venir à leur secours. C'est à ce moment-là que la Fed, la Banque centrale américaine, a injecté près de 790 milliards de dollars pour soutenir son économie et que la France a lancé son plan de relance à hauteur de 26 milliards d'euros. Mais en réalité, ce n'était pas pour soutenir l'économie, c'était simplement pour soutenir le système financier qui détenait leurs propres dettes. C'est là toute l'absurdité du système. C'est à ce moment précis qu'un homme va être fustigé et désigné comme l'un des grands responsables, Bernard Madoff. En effet, il avait créé une pyramide de Ponzi qui, pour faire simple, consistait à lever des fonds en promettant des rendements bien supérieurs au marché, puis il levait une seconde tranche d'investissement pour rémunérer les premiers, puis une troisième pour rémunérer les seconds, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la pyramide soit tellement affaiblie par sa structuration qu'elle explosa. Mais ne serait-ce pas ce que les États ont fait eux-mêmes, emprunter sur les marchés financiers pour combler leurs déficits structurels, puis emprunter à nouveau pour rembourser les intérêts du premier emprunt tout en finançant leurs déficits, puis un troisième emprunt plus important que les deux premiers car il faut bien payer les intérêts des deux premiers et encore combler le déficit structurel. Et comme le poids de la dette augmente, ils sollicitent de nouveaux crédits pour rembourser les précédents. Et bien sûr, le crédit suivant est toujours plus important,
si bien que c'est aujourd'hui plus de 1950 milliards d'euros d'intérêts qui sont dus sur les crédits sollicités par la France, quand la dette atteint, elle, près de 2300 milliards d'euros. Dans ce cercle vicieux, inutile de vous dire de quelle façon les États se sont retrouvés pieds et poings liés avec les marchés financiers, si bien que lorsque la crise de 2008 est arrivée, les États n'ont pas eu d'autre choix que de venir au secours de leurs banques. Et c'est là que le système a pris toute sa perversité, puisque les États se sont endettés auprès d'investisseurs pour venir au secours de leurs banques, sollicitant de nouveaux emprunts sur les marchés financiers auprès d'autres banques. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes banques qui demandent aux États de rembourser leurs crédits avec des taux d'intérêt toujours plus élevés. Ainsi, plus la dette d'un État augmente, plus son déficit budgétaire se creuse et donc son incapacité à rembourser. C'est ce qu'on a appelé la crise des dettes souveraines. Alors bien sûr, les politiques vont proposer des solutions, augmenter les impôts, d'où l'exode massif des plus riches vers les paradis fiscaux, mettre en place des politiques d'austérité, on serre la vis à ceux qui sont venus au secours des banques, baisser les dépenses publiques, on voit où cela a mené avec l'Espagne et l'Italie et leur système de santé, ou encore parler de compétitivité et tenter de détruire les acquis sociaux qui sont là pour protéger les salariés comme les entreprises. Et vous savez quoi? Comme les CDO, les fameux titres de créances collatéralisés, ont été montrés du doigt par l'ensemble de la classe politique comme étant les responsables de la crise financière de 2008. Qu'est-ce qui s'est passé du côté des marchés financiers? On a recommencé à faire la même chose, mais en appelant ça des BTO, pour Bespoke Tranche Opportunity. Et savez-vous pourquoi les marchés financiers utilisent des termes aussi complexes? Eh bien, c'est simplement pour nous faire croire qu'ils sont les seuls à pouvoir faire ce qu'ils font. En l'espace de 30 ans, les secteurs de l'industrie ou du service ont diminué de façon drastique pour laisser place à la première industrie du système économique actuel. Et savez-vous quelle est cette industrie? C'est le secteur de la finance. À force de jouer avec les marchés financiers, le système bancaire est devenu la première industrie de la majorité des États européens. Et sur quoi repose cette industrie? Sur de la dette que l'on empile par-dessus de la dette. Enfin, avec la véritable guerre économique de ces dernières années, qui a eu lieu entre la Chine, les États-Unis et l'Europe, le coronavirus est arrivé comme une énorme opportunité. Il a été l'excuse toute désignée pour venir fermer les frontières et repenser le système de la mondialisation économique. Face au protectionnisme américain, extrêmement fort vis-à-vis des produits importés de Chine ou d'Europe, la seule solution était d'agir de la même manière. Alors, ce coronavirus est arrivé comme une cerise sur le gâteau. Cette crise a finalement sifflé la fin de la mondialisation telle qu'on la connaissait. Si on prend du recul sur le développement de l'économie au cours des 30 dernières années, avec l'avènement de la zone euro et donc de la monnaie unique, les bulles spéculatives d'Internet en 2000 et des subprimes en 2008, la crise des dettes souveraines, ainsi que l'avènement du trading haute fréquence et toutes les dérives que ça engendre désormais sur les marchés financiers, il était nécessaire de mettre un terme à ce système. Mais la seule solution pour mettre un terme à toutes ces dérives économiques et financières est bien de s'appuyer sur une crise sanitaire, parce que c'est plus facile à comprendre, parce que cela permet d'identifier un ennemi invisible. Alors pourquoi, malgré l'annonce faite par la Banque centrale américaine de l'injection de plus de 2000 milliards de dollars dans l'économie américaine, il n'y a pas de rebond au niveau boursier, comparé aux 790 milliards qui étaient nécessaires en 2008? Pourquoi, malgré l'annonce de la Banque centrale européenne de l'injection de plus de 1250 milliards d'euros sur les marchés européens, il n'y a pas de rebond au niveau boursier? La réponse est désormais simple. L'investissement ne doit plus se tourner vers la finance, mais doit se tourner vers l'économie. C'est un grand tournant. Les investisseurs ont pris conscience qu'il n'était pas possible de créer de la valeur à très court terme et qu'il allait falloir désormais se concentrer sur une création de valeur à moyen ou long terme. On ne peut plus décorréler les marchés financiers des marchés économiques. Le PER de Shiller ne peut plus atteindre des sommets comme il l'atteint actuellement sans que cela n'ait des conséquences. Les marchés financiers vont s'effondrer, c'est un fait, et le coronavirus aura bon dos. Mais ce sont nos hommes politiques d'un côté et nos banques de l'autre
qui sont responsables depuis 30 ans de ce système. En revanche, une nouvelle ère de l'investissement va s'ouvrir. Il faut ouvrir les yeux. Les Français sont les champions du monde de l'épargne. Et c'est une force colossale dans ce nouveau modèle. C'est une formidable opportunité pour créer une économie différente, plus saine, plus forte et plus respectueuse de l'environnement. Mais c'est surtout l'opportunité d'apporter des solutions par l'investissement. Le travail d'un conseiller en investissement financier est de donner du sens à l'investissement, à travers l'économie réelle et non spéculative. C'est cela que nous faisons à travers l'investissement dans la réhabilitation du Fort des Têtes de Briançon. Je ne vais pas développer ici le modèle que nous avons choisi, mais nous le ferons dans une autre vidéo. Quel est le sens d'un investissement qui ne chercherait que le profit? Quel est le sens d'une régulation des marchés financiers à la nanoseconde, envoyant ainsi un message aux sociétés de gestion de fonds d'investissement qui est « Attention, vous n'avez pas le droit de faire plus d'1 milliard de transactions par seconde ». Quel est le sens d'une banque centrale qui déciderait d'injecter 1250 milliards d'euros seulement 1 mois après le début d'une crise sanitaire? Donner du sens à l'investissement, c'est défendre une cause bien plus grande que de simplement gagner plus. Gagner plus n'est qu'un moyen, pas une finalité. L'investissement de demain devra être éthique et moral. Il devra servir le développement d'une économie circulaire, locale et non mondialisée.